ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili. Kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matwa. Kongo na ngai na ntango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu. Bazalaki kolatela lokola lelo te, kotambola na voitile lokola yo te. Bazalaki na lopitalo te, se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge ninyo. L'année 1960 est une année inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la plupart des pays africains noirs colonisés par la France. C'est l'année des indépendances de ces pays, notamment le Congo qui accède en 1960 à l'indépendance. Et depuis donc 1960-2016, voici 56 ans que le pays est donc accédé à sa souveraineté. Qu'est-ce qui a marqué la vie politique durant toutes ces années? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Nous allons donc nous plonger dans le passé, et justement pour en tirer les enseignements pour préparer l'avenir. Donc c'est tout le sens de cette tribune que nous réalisons donc au moment où le pays va commémorer donc son accession à la souveraineté internationale et nationale. Alors pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous allons donc co-animer cette émission avec Romik Okilas, qui est un journaliste indépendant. Merci d'être sur ce plateau, Romik. Merci, mon cher invité. Monsieur Jean-Marie Kamba. Monsieur Jean-Marie Kamba, merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, merci. Je vous rappelle qu'il est donc membre de la Caresco, donc de la société civile. Alors, Monsieur Jean-Marie Kamba, si on doit parler de l'indépendance, est-ce qu'en pensez-vous, comme les disent certains Africains, que c'était un peu plus tôt, c'était pas le moment pour les indépendances? Bien, je dirais que cette date du 15 août est liée à une histoire. C'est-à-dire que 2 ans auparavant, c'est-à-dire le 28 novembre 1958, le Congo a une histoire qui marquait justement la proclamation de la République. Et il y a, je ne pourrais pas dire que c'est une question d'école ou doctrinale qui pense justement que le 15 août, c'est une espèce de redondance. Vous me direz, mais comment? C'est parce que justement, quand on parle du 15 août, c'est vrai qu'il a fallu que l'on s'accorde sur une seule date, parce que en novembre 58, je ne voudrais pas dire que le Congo était indépendant, mais le Congo était république, État autonome, mais membre de la communauté. Alors ça pose quand même une question aussi d'incompréhension. Pourquoi avoir été république avant et 2 ans plus tard indépendance? C'est quand même assez... Et c'est ce que les gens n'ont jamais voulu expliquer. Pourquoi est-ce qu'on peut être, tout en étant sans autonomie, être république, alors qu'on n'est pas indépendant? Alors je disais donc tantôt que cette polémique a été réglée. C'est qu'on a fait partie d'un processus, je parle de notre pays avec les autres, dans le cadre d'une espèce de transmutation avec les pays de l'AEF notamment, et que la France, sur la 4e République, avait estimé qu'il y avait, compte tenu de ces appels tout à fait évidents de principe de peuple, de souveraineté, de peuple à disposer d'eux-mêmes, le principe de souveraineté du peuple à disposer d'eux-mêmes, voyait déjà venir. Et que par rapport à cela, donc il avait essayé de créer une espèce d'étagement. Donc pourquoi avoir été république alors que l'on n'était pas indépendant? Pourquoi avoir demandé encore l'indépendance alors qu'on en avait une espèce de république de droit le 28 novembre? Et c'est dû au fait justement que, étant dans une espèce de démarche tout à fait étagée, on demandait donc aux Congolais de répondre par un oui et un non autour d'un référendum constitutionnel qui a été organisé pour savoir, pour ceux qui ne voulaient pas dire oui, eh bien, ils prenaient leur indépendance le même jour. Vous avez le cas de la Guinée.
Ici, De Gaulle est venu, il a fait une campagne. Et le Congo estimait justement que sur la présidence de l'abbé Fulbert Yulu, que nous pouvons nous contenter d'être république, mais tout en étant membres de la communauté. Et donc, plus tard, lorsqu'il y a eu une accélération des processus, donc des mouvements de peuple un peu partout, bon, la France s'est dit, bon, ben pourquoi pas. Elle a reposé la question pour voir comment est-ce qu'il fallait progresser finalement vers une indépendance. Et c'est là, c'est fait un peu partout. Et pour le cas du Congo, il y a une anecdote qui consiste à dire que l'abbé Fulbert Yulu, qui est prélat, avait choisi le 15 août parce que le 15 août correspond à la fête de Marie, de la Vierge, et la fête de l'Absomption. Alors on va rester sur l'abbé Fulbert Yulu, qui fut d'ailleurs le premier président. Et en 1960, il était alors Premier ministre. Il finit, après avoir gagné et remporté une élection, d'être porté à la tête de l'État indépendant en fait, du Congo en cette époque-là. Mais il se pose quand même un problème à cette année-là, parce qu'on s'est dit, sur le plan des partis politiques, il n'y avait pas encore beaucoup d'élites. Est-ce que pensez-vous que ce choix-là, qui a permis que Fulbert Yulu soit président, c'était vraiment un choix congolais ou c'était la France qui continuait toujours de tirer le ficelle? On revient sur le repère. Le 15 août, donc pour moi, je pense que c'est l'acte de décommunautarisation que l'on a consacré en indépendant, mais en fait, on s'est désengagé de la communauté. Et Yulu est président en 1959 déjà. C'est-à-dire que nous étions dans une espèce de régime parlementaire. Vous savez que Yulu succède à Jacques Opango étant, on pouvait dire, le premier président congolais. Et dans le régime... C'est encore des cas d'histoire qu'il faut rappeler. Moi, les gens ne le relèvent pas assez, mais il faut absolument le dire avec insistance. Et je vous apprends que Yulu était le ministre de l'Agriculture de Jacques Opango. Et quand arrive cette histoire du 28 novembre, il a fallu se prononcer réellement sur un acte, comment est-ce qu'il fallait refaire un peu les institutions de la République. Et Yulu avait été élu Premier ministre devant Opango, suivant un processus qui avait été assez gênant, qu'on parlait de ce qu'on appelle la transhumance politique. Mais tout de suite, en faisant l'économie de tout le reste, et cela se passe, bien sûr, à Pointe-Noire, ça ne se passe pas ici, puisque Pointe-Noire était la capitale du Moyen-Congo. Alors, avant qu'on le transfère ici, de manière provisoire. Et ce n'est qu'en 1991 qu'on a pu régulariser la situation. Donc, de 1958 à 1991, la capitale congolaise était ici sous le label de provisoire. Et en 1959, donc Yulu décide d'aller un peu de l'avant en prenant des actes assez courageux pour transformer le mandat de Premier ministre en mandat de président de la République. Donc dès 1959, il est déjà président de la République. Et maintenant en 1960, justement quand il y a eu l'indépendance qui a été donnée, enfin pas donnée, c'est-à-dire que Malraux représentant la France en tant que ministre d'État, ministre de la Culture, et ça se passait donc en face là, la station Puma, ça s'appelle X-Hall, qui est en face de la mairie, et c'est un peu justement dans les arcanes qui étaient là. Et cette indépendance, donc, venant, et puis par la suite on a réorganisé de manière assez assidue, propre, les élections, et qui ont vu ensuite que l'élection de Yulu, et pour cause, c'est que Yulu était devenu le seul animal politique vrai, parce que les autres avaient été affaiblis à la suite justement de ce contentieux mal réglé qui a commencé à Pointe-Noire avec, je disais tantôt, cette transhumance, et qui a vu ensuite une espèce de confusion avec les affaires de février 59, ce qu'on appelle la guerre qu'il y a ici, qui a été mêlée à une scène tout à fait banale, en fait, qui n'était pas une guerre, comme dit Triba au départ. C'est une scène de ménage qui opposait une femme, un homme à une femme, et puis bon, ça s'est transformé avec ce contentieux qui n'était pas réglé en une guerre un peu bizarre. Et par rapport à cela, Opango j'étais en prison avec ses acolytes, donc on n'avait plus en face un poids lourd. Alors vous parlez de Fulbert Yulu comme un animal politique. Certainement Okilas va intervenir, mais on constate quand même, l'histoire constate que 3 ans après, donc en 1960, et les présidents est démis de ses fonctions.
par une pression populaire. Donc, 163, c'est ce que j'ai dit. Donc à 163, un animal politique 3 ans après. Comment expliquez-vous ce moment de flottement qui, pour certains, peut être considéré comme douleur d'enfantement? Je ne sais pas, Okilas peut... Naturellement, peut-être, je vais me focaliser sur la personne de Youlou, parce qu'ici, pour ces jeunes générations, de comprendre l'être et la personne du premier président congolais. Youlou, prélat de son État, est-ce que ce monsieur aspirait à la politique? Sinon, qu'est-ce qui l'a emmené à la politique? Ben, je crois qu'il s'est donné un destin. Hein. Lorsqu'il arrive, il habille la robe et très tôt, il comprend justement que c'est un jeune État qui se cherche, ou qui n'était pas encore État, qu'il y avait un mouvement, une espèce d'une présomption de conquérir une essai d'indépendance avec tout ce qui était intellectuel. Et Youlou formant justement la classe de tout ce qui avait déjà une espèce de passé intellectuel, a voulu se jeter à la politique en solo, contre justement la vie du Vatican, et pratiquement lâché. Et depuis, bon, il avait compétit, hein, aux côtés des grandes figures comme les Tchikaya et puis les Pango, pour prendre justement député. Puis la première mairie de Brazzaville, vous savez qu'il est déjà là, à cette époque des années 40, il est déjà maire. Alors, qu'est-ce qui a motivé cela? Ben, écoutez, l'ambition d'un jeune prélat qui estimait que, bon, écoutez, la religion n'exclut pas, encore que c'est un peu contradictoire, mais enfin, lui, il a fait son choix. Il a estimé justement que la religion pouvait aussi l'amener à animer la cohésion nationale de par sa position de prélat. Il peut être en mesure justement de diriger la nation. Alors, parlons de 63. Alors, en 63, c'est une affaire tout à fait rocambolesque. Beaucoup qui ont écrit cette histoire accusaient Youlou, évidemment, hein, il fallait se mettre à sa place, dès l'instant qu'il était seul à bord, mettre à bord. Vous savez qu'au Pango, diminué, il a perdu un peu tout, et on fait alliance avec Youlou, a perdu pratiquement tous ses militants, et Youlou étant seul, on dit qu'il s'est mis dans une espèce de position un peu de celui qui est seul, qui veut vivre une petite vie, et qui n'a pas plu au syndicat, hein, et qui n'a pas plu à un certain nombre de révolutionnaires qui, estimant que Youlou avait un mandat de prélat, et que donc un mandat d'un homme assez modeste, et qu'on ne concevait pas justement que nous venions d'avoir une indépendance, un jeune État, qu'on ait en face quelqu'un qui en accuserait d'être déjà dans certaines manipulations. Matoro a raison, hein, je ne sais pas si réellement cela est réellement vrai, mais enfin, je crois que c'est un peu cela. Et puis bon, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvements sociaux, des mouvements de masse et tout, cela donc a créé une espèce d'étau qui a fait en sorte que les syndicats qui passent aux revendications. Mais leur mouvement, ils sont déçus, puisqu'en fait, ils avaient une revendication syndicale qui a été récupérée par des politiques, je ne dis pas véreux, mais vicieux, qui ont transformé le mouvement syndical en un mouvement politique, et puis ils se sont fait avoir, parce qu'en fait, ils ont perdu un peu ce pouvoir, comme effectivement, on dit. ce syndicalisme de l'époque, contrairement au syndicalisme d'aujourd'hui, se confondait trop avec la politique. Et après quelques années, on a vu ces syndicalistes s'ériger en politique et qui ont certains eu assuré de grandes responsabilités dans ce pays. Question, qu'est-ce qui a stimulé ou a motivé la naissance de ce syndicalisme au Congo à cette époque? C'est comme toute philosophie syndicale, elle commence par une espèce de jeu et de guerre d'intérêts, hein, d'intérêts corporatistes, et qui font justement que lorsque vous êtes dans un milieu social et qui n'est plus en phase avec une espèce d'idéal et que vos intérêts sont mis en jeu, bien, on se met à crier. Et lorsqu'on crie, bon, ben, on arrive justement à sortir de l'eau et puis aller gueuler, aller dans la rue, et puis cela a été reconnu, puisque les gens aussi oublient justement ce qu'on appelle la première vague de la démocratie. Elle commence là aussi. Hein, vous savez que nous sommes déjà, quand on est dans cet espace politique, nous sommes déjà dans ces processus de démocratisation. Donc le libéralisme d'expression voulait justement qu'il y ait des syndicats, qu'il y ait des partis politiques. Et donc ceci étant mêlé, et je crois que c'est dans ce sens-là, donc les intérêts d'une part,
la garantie juridique qui était donnée au mouvement, accordée au mouvement associatif, a fait justement que chacun, lorsqu'il ne se retrouvait pas dans ses intérêts, a été amené à sortir sa tête. Aussitôt après les indépendances, je crois 2 ou 3 ans après, on parle déjà de démocratie. Alors que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté, s'il vous plaît. Alors, en ce moment-là, cette démocratie ne paraissait-elle pas spontanée? Est-ce qu'elle était une vraie démocratie avec des hommes qui avaient la conviction de la faire avancer? Alors, je veux rebondir, M. Kamba. Déjà, il parle de la démocratie. Et déjà en 63, il y a Massamba Deba qui arrive. Et Massamba Deba... Massamba arrive plus tard. Oui, arrive plus tard. Donc, je parle de l'institution, de l'instauration de partis uniques à l'époque. Et comment est-ce qu'on peut comprendre le début? Il y a eu une histoire de la démocratie qui est née. Mais juste après ces débuts-là, on revient dans l'instauration de partis uniques. Est-ce qu'on peut dire que la marche, la vie du Congo, c'est comme le tango, un pas en avant, un pas en arrière? Non, d'abord sur la démocratie, nous sommes déjà dans les années 45, à l'image de la France, il est procédé ici à ce qu'on appelle la petite autonomie qui permettait aux hommes politiques, ce qu'on a eu l'émergence de ce qu'on appelle les premiers hommes politiques congolais, déjà dès les années 45, qui a vu l'élection de Chikaya comme le député du Congo, du Moyen-Congo et du Gabon. Et donc il siégeait là-bas au Palais Bourbon. Et déjà, à cette époque, il y avait beaucoup de partis. Et lorsqu'on crée la République en 1958, déjà en 1956, avec les élections, premières élections en 1957, qui ont vu l'élection de Opango, j'ai dit le premier président, Opango, je dis Opango Jacques, le premier président, on est déjà dans un système démocratique. Et lorsqu'on consolide justement ce processus, le 15 août 60, on n'a plus à reculer. On était donc toujours dans l'élargissement de cette assiette politique démocratique. Et quand vous parlez de 63, lorsque justement, avant qu'on arrive à cette effervescence des syndicats, nous, l'abbé Philé Youlou, pensait que le multipartisme n'était plus une bonne expérience. Avait jappé une loi pour créer le monopartisme. C'est lui qui le crée, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien lui. C'est le président Fulbert Yolo qui crée le monopartisme. Et c'est ça aussi, suivant certaines indications, qui expliquent que, bon, ben, écoutez, vous avez voulu dire une règle du jeu, elle n'est pas sereine, et quand les autres arrivent, bon, vous retirez, ce n'est pas assez commode. Un peu tout ça, c'était un micmac et qui a fait justement ce cafouillis politique de syndicats, des hommes politiques, pour arriver justement à ce qui arrivera maintenant en 64. Il faut parler justement. Lorsque justement la révolution elle est née, comme le 13, 14, 15 août, 63, et puis par la suite, il fallait recourir à une personne qui avait aussi une espèce de prestance, c'est Alphonse Massamba Deba, et qui prend les rênes, toujours à la suite d'une organisation électorale, où il gagne, et à partir de là, on consolide cette marche de parti unique. Donc on n'a plus à reculer, on n'avait pas fait le tango, on avançait sur un seul pas, un pas en avant toujours, il n'y a pas de pas en arrière. On n'a plus reculé, et depuis, jusqu'à 91. On va y revenir, mais je pense qu'on va essayer de quitter un peu cette période 60 jusqu'à 79. Mais on remarque bien, déjà vous parlez bien de 74, il y a cette instabilité politique qui a quasiment régné jusqu'en 79. Et on a eu des présidents qui se sont succédés. Tous venaient au nom d'une révolution. Mais une révolution avec contre-révolution, c'était un peu comme un imbroglio. Et comment dans cette ambiance de révolution et contre-révolution, le pays a finalement pu connaître une sorte de stabilité après 79? Moi j'aime le bilan fait prosaïquement par M. le Président de la République lors du 50e anniversaire de l'indépendance. Lorsqu'il a été donné l'occasion de qualifier et d'observer ce qu'auraient été les 50 premières années, mais il illustrait sur une figure tout à fait dialectique
qu'on appelle construction, destruction. Vous voyez? Ça a été ça, c'était du micmac, Bracata, Brandesque, ça allait là, ça allait là. Mais il faut remarquer que le patronyme n'avait jamais été dévoyé, pour autant. Pour autant. C'est-à-dire que quand on arrive à la famille du MNR, on est déjà dans une espèce de vision idéologique socialisante et renforcée avec le mouvement du 31 juillet qui vit l'arrivée du président Mareng Gwabi, en défaveur du président Massamba Deba, et qui par la suite, la succession, quand Mareng Gwabi meurt, c'est toujours la continuité. Il arrive donc le président Jacques-Joachim Yombi Opango, et quand le ménage de famille a été fait au sein du Parti contre le travail, on a vu l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso. Et le terme, donc le maillon, si vous voulez, le filon du parti unique a continué donc de 64, ou sinon de 63, jusqu'à, pour dire que du point de vue des fêtes, de 64 à la conférence nationale. Alors, on va donc continuer cette émission, on va marquer une pause pour éventuellement donc parler de cette période de stabilité, mais tout en évoquant également le côté diplomatique et effleurer un peu l'économie. Donc, nous vous rappelons que nous sommes dans cette tribune spéciale où nous parlons de l'indépendance du Congo, donc acquise en 1960, donc les 15 août. Nous avons sur ce plateau M. Jean-Marie Kamba, il est de la société civile, et il y a aussi Romy Kokila, journaliste indépendant. Ici, nous sommes donc à Radisson Hotel Blue qui va également célébrer donc cette fête de l'indépendance, et il vous invite d'ailleurs le lundi 15 août à partir des 18h. Donc il y aura un dîner dansant au feu de saveur, et puis il y aura bal populaire sur le terrasse. Le droit d'entrée 25 000 francs par personne pour le dîner, et puis bal populaire sur la terrasse, donc 5 000 francs par personne, boisson offerte. Donc c'est une manière pour Radisson de vous souhaiter également bonne fête de l'indépendance. À tout de suite. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Retour sur ce plateau donc de cette tribune spéciale 15 août 1960, 15 août 2016, et l'histoire continue. Avec nous sur ce plateau Jean-Marie Kamba. Nous évoquions tout à l'heure, sans être exhaustive, l'histoire donc de cette indépendance de 1960 jusqu'en 1979. Et avec Romik Okilas, journaliste indépendant, nous allons continuer cette fois-ci parler de quand même cette, je peux appeler ça comme une époque de tranquillité politique, mais pas non plus économique, malgré le plan quinquennal. Mais vous évoquiez tout à l'heure ce que disait le président de la République, que cette époque-là, c'était comme des micmacs. Mais après, plus rien, plus de coup d'État. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Est-ce que ça veut dire que le président de la République, à l'époque, a su bien jouer au manège pour garder la case de tout, la stabilité dans la case, ou alors il y avait une recette assez particulière? Mais je ne saurais vous dire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est vivant. Il a son témoignage. Ce que j'ai retenu quand il a fait le bilan des 50 ans, c'est qu'il a caractérisé ce bilan par une espèce de cascade qu'il a traduit en valeur duale de construction, destruction. Donc lui n'était pas épargné aussi de ces cascades. Oui, je crois qu'à la fin
j'étais moi en train de m'interroger un peu lorsque nous parlions de diplomatie. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Kobine a eu une espèce de césure de cette espèce de rupture? Là-bas, c'était une diplomatie assez bousculante. Et lorsqu'on voit un homme qu'on penchait carrément à gauche, qu'on disait marxiste intransigeant, a pu réussir à rentrer cette fois-ci dans cet habitacle avec une espèce d'assurance en lui et ramener tout ce qui était sur la tête, pas sur les pieds, un peu pour prendre un peu la thèse de Karl Marx contre Hegel, que la philosophie de Hegel, sur la tête, il fallait ramener sur les pieds. C'est-à-dire que de cette idéologie déclaratoire du bruit qui correspondait, bien sûr, il faut aussi voir que c'est aussi une transmutation, qu'il fallait absolument ménager l'environnement international. Et lorsqu'on a fait comme cela, et lorsqu'on a compris qu'on ne pouvait pas continuer à développer le pays sans les autres, sans le concours des voisins, et pas avec trop de bruit, eh bien le président de la République a été aujourd'hui appelé comme l'homme qui a su équilibrer le rapport, pour ne pas dire, entre le capital, c'est ça non, et le socialisme. Voilà, il a marié les deux choses. Et c'est dû à juste une espèce de pragmatisme, et en diplomatie on appelle la réelle politique. Et c'est ça. Effectivement, ce passé révolutionnaire m'intéresse beaucoup parce que, on pourrait dire, je me permets même de dire que la démocratie congolaise est bâtie sous les cendres de la vieille idéologie que nous avons eu à acquérir dans ce pays. Alors, par expérience, qu'est-ce que le Congo a gagné? Est-ce que nous avons eu à gagner quelque chose? Est-ce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, je le dis parce qu'aujourd'hui on constate que nous avons tout balayé. Alors que c'est une idéologie certainement qui a accompagné le pays. Qu'est-ce que nous avons gagné de cette idéologie? Ben oui. Les gains ne sont pas que des gains matériels. Vous savez que nous sommes dans un pays où on pense qu'on est un peu nain. Et je reprends la philosophie du doyen Ganao qui disait, mais on était petit, mais on était grand. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Et qu'est-ce qu'il fallait gagner? L'ambassadeur Shlomo qui venait, l'ambassadeur d'Israël, l'ont posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut gagner dans la coopération entre Israël et le Congo? Ils disaient, mais vous pensez réellement, dans leurs relations morales, amicales, intellectuelles, on ne peut pas avoir à gagner en amitié, on a besoin forcément de la monnaie, pas une chose. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Et lorsqu'on prend, lorsqu'on accède justement à la confirmation de notre autonomie, donc notre indépendance en 60, eh bien nous, tout de suite, on est petit, mais nous faisons le vent, la défense des intérêts de tous les peuples opprimés. Nous étions passés maîtres de la défense des intérêts des peuples opprimés. Tout de suite. Justement, parlant de la défense de peuples opprimés, il y a quand même une page d'or de la diplomatie congolaise en la matière. On parle donc de l'implication du Congo dans la libération d'un pays d'Afrique noire qui, après d'autres pays qui ont eu l'indépendance, était toujours sous la colonisation. Il s'agit bien de l'Afrique du Sud et de Mandela. Et comment est-ce qu'un petit pays comme le Congo, face à des pays comme la France, je rappelle, qui voulaient bien parrainer entrer un peu pour essayer de résoudre ce conflit qui existait en Afrique du Sud, mais n'a pas pu, et que le président congolais d'un petit pays, je rappelle, d'Afrique centrale, est quand même arrivé à faire de grandes choses. Mais vous parlez des gains, justement, quand on revient sur ces gains politiques, lorsqu'on a su défendre la cause des peuples opprimés, lorsqu'on a participé courageusement à l'indépendance du pays comme l'Angola, lorsqu'on a été très loin, s'est projeté très loin au Vietnam, défendre la cause de la Chine socialiste, il fallait du courage. Lorsqu'on a été sanctionné à cause de ces votes négatifs contre les États-Unis, parce qu'on avait un idéal, vous voyez bien que ce sont des gains. On a été sanctionné, parce que tous les votes, à cause de la politique un peu trop impérialiste, entre griffes, des États-Unis, ne nous permettaient pas justement d'être en phase. Et forcément, il a fallu avoir de la voix et donner de la voix dans les tribunes internationales pour faire face à des géants et donner, projeter le Congo comme un pays
est tout à fait assez crédible. Et lorsque justement on est dans la phase que moi j'ai toujours considéré comme on appelle l'âge d'or de la diplomatie, nous sommes dans les années 86 à 90, et lorsque le président de la République, Denis Sassou Nguesso, accède justement à la présidence de l'OUA, tout de suite il y a les grands actes. Le premier acte symbolique, c'était la lutte contre l'apartheid. Donc, la ramener au plan concret avec la création d'un fonds qu'on appelle le Fonds africain. Et ça se passe en septembre à Harare en 1986. Donc, il est élu en juillet, tout de suite un mois après, ou quelques jours ou quelques semaines après, il pose un acte devant les non-alignés. Et le Congo est à l'origine justement de la résolution pour demander aux États des non-alignés de créer concrètement un État et puis un fonds pour permettre à tous les pays qui étaient victimes justement des effets collatéraux de l'apartheid de résister. Et nous sommes partis en janvier 2007, et plutôt 87, pour donner la forme, et ça se passe en Inde, et puisque le Rajiv Gandhi, dans le président de l'Inde, le premier ministre de l'Inde, c'est lui qui avait la présidence du fonds. Et lorsqu'on a fait un acte, on a posé un tel acte, lorsqu'ensuite en 87, les États-Unis se regardent en chaîne de faïence devant l'Angola, il a fallu solliciter le président de la République pour qu'on établisse une espèce de pont. Nous sommes en avril 1987, et que ça se passe ici, et qu'on réussisse à mettre l'Angola. Et les États-Unis, sous la houlette du sous-secrétaire d'État américain, Chester Coker, pour que ceci soit le rapprochement qui va préfigurer les négociations auxquelles vous faites allusion. Et lorsqu'on arrive justement en 88, et quand les négociations ont échoué partout, je dis bien échoué partout, elles ont commencé un peu partout, à New York, à Genève, au Caire, au Cap, échoué partout, et qu'il n'y avait plus d'issue. Et que c'est Brazzaville qui constitue la terre promise pour donner le corps, pour donner le temps aux accords qui vont signer à New York le 22 décembre 1988, pour marquer par un seul acte beaucoup de choses tout à fait significatives. C'est-à-dire que vous allez voir par la suite l'indépendance de la Namibie, qui butait depuis, et la résolution 435, elle avait du mal à prendre, mais c'est grâce au protocole de Brazzaville qui avait été signé ici, le 13 décembre, que tout ceci a conçu le déclencheur. Lorsque, par la suite, on a été parrainé, ou plutôt été impliqué dans cette indépendance de manière active et interactive, on organise des élections, on envoie des observateurs. La Namibie, je dis bien. Lorsque, par la suite, on a contribué à la libération de Nelson Mandela, lorsqu'on a contribué à la fin de l'apartheid et lorsqu'on a créé participé à la création de la nouvelle Afrique du Sud, l'Afrique du Sud à 1000 couleurs, dans l'arc-en-ciel. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu des gains, mais ce sont des gains moraux, ce n'est pas d'argent, mais c'est ça. C'est ça aussi l'État. Les relations entre États se font aussi de cela. Ouais. Parlant de l'économie, le pays a souffert, comme beaucoup d'États africains, pendant toute cette période, des questions avec la Banque mondiale, ce qu'on appelait programme d'ajustement structurel, et qui n'a pas épargné non plus les politiques, parce que vous parliez tout à l'heure des syndicalistes. Il y a un nom qui circule, qui est connu, donc qui a fait que à partir de 1990, il y a quand même eu des changements. Mais vous, ces changements-là, est-ce que vous tenez ça de cette crise économique ou bien de la boule qu'on peut peut-être parler plus tard? Oui, non, c'est-à-dire que ce qui est caractéristique aussi dans la gouvernance, quand on dit ça sous un, il y a justement ce plan quinquennal qui, à la faveur d'une certaine embellie, a permis l'aménagement d'une série de structures, ce qu'on appelle des infrastructures de base, créer des unités ici. Et lorsqu'on parle même de diversification économique, il y avait et le pétrole et il y avait beaucoup d'unités. C'était à cette époque. On ne le rappelle toujours pas, mais ils ont oublié qu'il y avait ça. Vous savez, il y avait des usines un peu partout, de textiles, de ceci, de cela. Alors, vint justement cette crise qui frappe de plein pied, fouet, le Congo. Et cette crise donc appelle un peu une espèce de réajustement. Et à ce moment, nous sommes en 89 avec
le secours du FMI qui estime qu'il faut essayer de revoir à la baisse nos ambitions, nos mesures, nos envies, et que le train de vie de l'État soit réduit. Et à ce moment, le plan quinquennal avait justement échoué. Mais le plan quinquennal ne peut pas avoir échoué puisqu'on vous a dit qu'il y avait un objectif. Beaucoup de trajectoires sur les infrastructures. La politique infrastructurelle a commencé bel et bien, la grande politique a commencé sur le plan quinquennal. C'est une politique, un plan très ambitieux, de dizaines de milliers de milliards, qui ont été investis pour soutenir les routes, pour soutenir les usines, pour soutenir l'économie. Donc on ne pouvait pas dire que le plan quinquennal a échoué. Non, on dit simplement qu'au moment de l'avancée, on est un peu à court de ressources. Et on arrive justement à ce qu'on appelle cette crise économique qui commence et qui a vu l'entrée justement du fonds qui vient vers nous pour dire, mais écoutez, nous sommes le fonds, c'est pour tous les pays, il faut proposer ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel. Et puis, bon, pour essayer de donner une espèce d'équilibre, un peu d'indicateurs pour relancer l'économie, la macroéconomie, et puis refaire l'économie. Alors, arrive en 90, 82. Mais bien avant 90, nous avons 89. Il y a un mouvement international il y a un dieu là-bas, Dieu, Union soviétique, Gorbatchev, estime justement qu'il doit apporter quelque chose qui a surpris tout le monde, les réformes institutionnelles. Et ça a commencé par ce que vous connaissez, la perestroïka, c'est ce vent-là auquel personne, aucun État ne pouvait résister. C'était un vent impétueux, comme on dit dans la Bible, il était tellement fort que personne ne pouvait résister à ce mouvement. Et lorsque lui, sur lequel nous nous sommes greffons et que l'idéologie du Congo est greffée, prend le courage de dire que je révolutionne mes structures diantre. Bon, il a fallu Cuba, hein, qui a résisté jusqu'à pas longtemps, puisque le mur de Cuba aussi a commencé à s'écrouler maintenant là, avec le dégène. Alors donc, ce vent qui vient a frappé de plein fouet l'Europe de l'Est, a vu l'éclatement du bloc de l'Est, a cogné la grande Allemagne qui était partagée et que le mur de Berlin tombe, et rentre en Afrique et commence par c'est curieux de le dire, c'est pas la bolle, hein, où les gens confondent beaucoup de choses. Ça commence par le Bénin et le Gabon. Vous voyez, c'est les premiers à amener ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec la bolle. La bolle a pris une espèce de paternalisme qui est venu par la suite, mais pour les besoins d'histoire, il faut replacer les choses. Eh bien, et lorsqu'il y a la bolle, il y a une coïncidence d'histoire, hein. C'est pas Mitterrand, hein, qui est le premier à instaurer, hein, ça avait déjà commencé. Nous sommes déjà dans les conflits nationaux, depuis le Bénin, devant le Gabon. Et puis bon, le Congo ne peut pas résister. Le mouvement syndical, les syndicats aussi, rentrent dans la danse, un peu comme les années 63. Et il y a eu une espèce d'agitation sociale qui a vu l'implosion et les augmentations un peu des salaires, des indices de salaire. Bon, ça faisait que c'était un appel. Et cet appel a interpellé le président de la République. Et il y a eu, à la base de cela, un processus de décision qui avait été intéressant parce que nous nous souvenons aussi qu'on était un peu militant, hein, un tout petit peu militant. La réflexion a commencé à l'UGC. Oui ou non, on doit aller. Ce n'est pas une question que de syndicats, non. Il y a eu des vents. Je me souviens en septembre, nous étions avec le ministre des Affaires étrangères Nzingo Bakuba. On entendait déjà ce truc. Mais nous avions eu besoin de faire la réflexion avant que le PCT ne le fasse. L'UGC, du Kamad Ngakala, premier secrétaire, a voulu donc mettre en place une commission avec le Kamadi Bovi, qui était le secrétaire de l'idéologie, pour poser la question de oui ou non on doit aller. Bon, peut-être ce n'était qu'une question de façade, parce que tout a été déjà décidé. Romik, certainement, vous devez rebondir, parce que c'est... Cette question, on a répondu à oui. Et quand le PCT reprend la réflexion, bien on dit, mais pourquoi on ne doit pas aller? Il faut aller. Et vous avez vu une série de mesures que le président de la République a été obligé de prendre dans le cadre du multiplatisme, parce que la loi sur les partis, voilà, exactement, 90. Changement d'idéologie, une nouvelle idéologie, si vous me permettez le terme, c'est pas facile pour un État où des politiques sont restés longtemps et jusqu'au bas peuple. Parce qu'à l'époque, je me souviens bien à l'époque rouge, c'est tous les Congolais qui étaient moulés dans le système, il y avait une conscience nationale. Et c'est cette conscience qui manque certainement aujourd'hui. La conscience d'être une nation chez tous les Congolais. Et nous balançons, après la conférence nationale, à une nouvelle vision du monde qui est la démocratie. Vous qui avez vécu ce changement,
Est-ce qu'il était facile pour vous qui avez la conviction d'être cadre rouge, d'accepter une nouvelle idéologie? Je vous le dis, qu'il y avait un vent impétueux auquel personne ne pouvait résister. Il a fallu subir et s'adapter au contexte du temps. Justement, cadre rouge, ben c'était le temps. Eh bien, il fallait s'adapter. Il fallait absolument se libérer et recueillir et rentrer les nouvelles forces par rapport à la recomposition du système international. Donc on ne pouvait pas être hommage, nous sommes un État comme les autres, on ne pouvait pas se mettre comme ça à dos ce cycle qui est en train de venir. Donc je pense que cela a été la conjugaison de ce qu'on appelle des facteurs endogènes, des facteurs exogènes et endogènes. Et la combinaison de ceci a donné justement cette révolution intérieure que nous avons acceptée nous-mêmes. Alors, on a accepté, il y a eu la démocratie, la démocratisation, hein, entre guillemets, parce que... La deuxième vague. Deuxième vague, bien évidemment. Parce qu'on ignore ça aussi. On ignore ça, et puis les partis politiques, donc, reviennent. Mais après, juste la conférence nationale, qui a été comme la grande messe, et on a vu qu'il y a eu le président Lissouba qui a gagné les élections. Mais tout juste après, parce que je vais essayer de prendre quand même tout ce temps-là en bloc, juste après, on revient encore dans les agitations politiques, il y a eu une guerre. Comment expliquez-vous cette période qui a été quand même une période d'effervescence démocratique, un président élu, et finalement, on retombe dans les travers de l'histoire, une guerre qui a fait de centaines, de dizaines de morts. Comment vous comprenez ça? Bien, il faut revenir justement à la question de votre collègue n'était pas achevé. Donc, devient justement que on va d'une cohésion nationale, une espèce de... un vol en éclat. Justement, c'est ça cette espèce de... je ne dis pas de contradiction. Cette dialectique. Comment moi je la caractérise, c'est qu'on part des monstres à la démocratie monopartite, aux monstres de la démocratie multipartite. Donc on part de la démocratie d'inclusion à la démocratie d'exclusion. Mais lorsqu'on opte pour une démocratie multipartite, ça voudrait dire qu'on a accepté de mettre à nu, à dévoyer ce qui constituait le voile. Parce que le monopartisme, je vous le dis, mine de rien, l'avantage d'être courageux. Hein. Il assumait la cohésion nationale, il assumait... donc protéger tout le monde. Or, la démocratie multipartite, je ne la critique pas, a eu aussi à son côté, c'est de dévoiler tout, de faire un dévoilement. Et quand on fait un dévoilement, on n'est plus dans le processus d'une cohésion comme telle, puisque, y compris ceux qui veulent absolument découdre avec ceux qui sont au pouvoir ou pas, et on arrive à ces frictions justement qui expliquent que, bon, on ne comprend pas les choses. Il y a un président élu, par exemple, investi le 31 août, je crois que c'est la personne du Souba, alors que la démocratie a été réclamée à corps et à cri, mais on n'a pas compris que quelques jours ou des mois après, et qu'on tombe un peu dans cette espèce de dérision où il y a des morts quand même au centre culturel français. Ça commence quand même par là. C'est une absurdité. Hein. Bon, on veut dire une chose et de son contraire. Et vous voyez que la fameuse démocratie aussi tue autant que la démocratie monopartiste. Et quand on fait le bilan, à année égale, 25 ans de monopartisme, 25 ans de multipartisme, je prends à peu près la moyenne, mais vous êtes pratiquement dans ces tumultes-là. Et on ne sait pas pourquoi. Et cela s'explique par quoi? Mais cela s'explique par le fait justement, et c'est justement ces incongruités qui sont aujourd'hui, devraient être résolues par les hommes politiques, qui n'ont peut-être pas assez intériorisé ces choses-là aussi. C'est ça aussi le prix à payer de la nouvelle République. C'est de commencer par leur dire comment ces choses-là se font. C'est comme si on s'est jeté dans cette affaire sans en comprendre les mécanismes. On ne comprend pas justement dès l'instant qu'on a accepté d'être dans ce pluralisme, mais depuis, on a fait voler la cohésion. On n'est plus dans la cohésion. Vous savez que ceux qui sont opposés sont obligés de s'opposer à tout prix, y compris nier les évidences. Vous voyez, c'est un peu ces contradictions. Et comme si l'histoire s'est répétée encore, hein. Donc 97, le président Denis Sassou Nguesso revu en pouvoir, comme en 1979. Du coup, nous avons la paix jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons. Alors,
pendant cette période également, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées au niveau des infrastructures. Il y a eu un programme qu'on appelle la municipalisation accélérée. Là, on rentre carrément dans l'économie. Mais moi, je voudrais qu'on y reste un peu pour dire, est-ce cette vision, c'est justement c'était la suite du plan quinquennal qui n'avait pas, à mon sens, fini, et qu'il fallait continuer avec la municipalisation accélérée, ou bien il y avait de la valeur ajoutée? D'abord, le dividende de la paix. Quand on sort de guerre, on s'appelle gagnant. Le premier mérite du président Denis Sassou Nguesso, c'est d'avoir transformé, donc, comment on appelle ça, au lieu qu'il gagne tout, il a voulu que tout le monde gagne. Donc il n'a plus été dans la peau de guerrier, mais c'était de faire en sorte que tout le pays gagne. Et pour cause, avec la formule, personne ne sera laissé au bord de la route. Et pour cause, il y a comme une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que dans les premières heures, comme une espèce de révolution, comme un peu quand on commande des révolutions, c'est une intransigeance. Hein. Il y avait 2 livres blancs, on a oublié qu'il y avait 2 livres blancs qui avaient été montés pour frapper de crimes ou juger de crimes contre l'humanité, et donc des crimes imprescriptibles. Mais au nom de la paix, le président Denis Sassou Nguesso a mis la main au cœur, a décidé de laisser ces livres blancs. Mais demandez au Congrès où sont les livres blancs, où ils sont passés. On ne sait plus par où ils sont passés, ces livres blancs. Vous vous souvenez peut-être pas, mais je vous dis qu'il y avait 2 livres blancs qui ont été montés pour retenir certaines infractions du pouvoir du régime passé. Des lois d'amnistie, un peu contraires, hein, un peu très contraires aux procédures, ont été prises pour amnistier des faits qui pourtant étaient têtus, imprescriptibles, mais au nom de la paix, il a fallu déroger aux procédures et puis aller vers la paix. Donc, le président a surtout, ça s'appelle sa petite magie, qui consiste justement à comprendre qu'il ne peut pas être un président de la République et régner sur la division. Régner par la division, je dis. Régner par la peur, régner par la guerre. Ce n'est pas bon. Ce n'est même pas digne d'un notable, comme on dit. Donc, il a dû absolument interroger son savoir-faire de toujours, sa petite magie, pour faire en sorte qu'il règne de la paix. Et voici les dividendes de la paix qui sont aujourd'hui exploités, malgré la confusion qu'il y a encore au niveau de la compréhension de la notion de démocratie. Je reviens sur ces plans de développement et de construction et développement du pays qui... Construction et destruction. Non, construction et développement. Ok, c'est bon. Du pays, ce qui part depuis le plan quinquennal, et c'est devenu comme un leitmotiv pour le chef de l'État. Alors il y a cette opinion qui pense que c'est vrai, le pays est maillé, le président est maillé le pays de pas mal d'infrastructures. Alors, mais le temps qui coule pousse cette opinion de penser qu'il fallait peut-être commencer par l'industrialisation. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Commencer par l'industrialisation pour booster les choses, développer l'économie vite, donner de l'emploi et aller vers les infrastructures. Comment vous analysez C'est simple. C'est la question du corps. Quand je vous pose la question, suivant vous, quel est l'organe le plus important pour qu'un homme vive? Il n'y a aucun, hein? C'est global. Mais vous avez exactement la caractéristique biologique d'un pays, c'est exactement comme le corps. Il y a la biologie du pays. Il y a la biologie du pays. Il y a la vie du pays, ou la vie d'un pays, dont les fonctions, tout aussi importantes, correspondent à un état de besoin, et aussi immense. Et il faut commencer par un bout. Est-ce que fallait-il commencer par une industrialisation? C'est une approche. Fallait-il commencer par poser les infrastructures de base? C'est aussi une approche. Mais je pense que l'industrialisation comme telle, pour que vous coulez, plutôt vous transportez le produit fini, moi j'ai des DVD, j'étais un petit fermier. On n'a même pas besoin d'aller parler de l'arrière-pays. J'étais dans une espèce d'arrière-pays à Brazzaville, ici au niveau de la terre jaune à droite, à Tatolo. J'avais une petite ferme là, mais c'était piste jusqu'à aujourd'hui. Elle vous pose un problème. Donc si l'État avait été dans la peau de faire ce ravalement, de me pousser là-bas, mais moi j'aurais été heureux, justement, d'arriver à couler mon projet. Donc les problèmes se valent. Donc on ne sait pas si c'est le cœur qui est important, si c'est le sang, si c'est la tête, enfin. Mais tout ceci, c'est dû au fait que, en résume une chose, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'une des choses n'avait jamais été faite. Nous sommes toujours sur des débuts. S'il y avait ces choses avant,
C'est des choses comme en Algérie, quand ils prenaient leur indépendance. Puis on n'aurait pas aujourd'hui posé le problème d'infrastructure. Le Congo était un pays pratiquement vierge et qui est arrivé à être construit suivant certains cycles et certaines étapes. D'où justement ces choix qui ont été opérés, commencer par des infrastructures de base, et puis enchaîner. S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. On va donc chuter parce que je rappelle que nous sommes dans une tribune spéciale où nous évoquons plutôt l'histoire du pays, donc depuis 1960 jusqu'en 2016. Là, nous sommes avec Monsieur Jean-Marie Kamba. Nous parlions des années 97 ou 2000 jusqu'en 2016. Mais il y a, au-delà de l'économie, il y a encore un autre fait marquant de cette période. C'est la Constitution de 2002 qui a été finalement changée en 2015, et chose qui a permis que le président de la République revienne encore une fois de plus pour un nouveau mandat, donc cette année, après une élection gagnée. Mais il y avait quand même on sentait quand même comme si on allait revenir avec les démons du passé. Mais Dieu soit loué, ces démons-là n'ont pas gagné. Est-ce selon vous le problème de changement de constitution pour une nouvelle république était un problème réel ou imaginaire? Mais c'est un problème de ce qu'on a dit tout le temps. C'est le démon de la démocratie qu'il faut interroger. Je dis qu'on passait d'un monstre au niveau du monopartisme, c'est un autre monstre pour lequel tout le monde n'a pas compris. Est-ce que c'est un problème réel? Mais c'est la loi. Vous savez quand les lois changent, c'est la loi qui permet des alternances. Lorsqu'on est un peu comme moi, là, avec cette culture un peu légaliste, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai choisi la société civile parce que je ne suis pas très fort. J'ai voulu être dans cette médiane-là. Et lorsqu'il y a la loi, eh bien moi aussi j'ai choisi la faiblesse parce que je ne peux pas faire face à la loi de l'État. J'ai commencé à la respecter. L'alternance est posée par la loi. La démocratie a posé des règles de jeu qui s'opèrent au travers des lois. Quand la loi change, eh bien vous changez. Elle change de rythme, c'est la loi qui rythme. Est-ce que c'est un faux problème? Mais il faut demander à la loi. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut être le problème du président de la République? Je pense que c'est faux. Il y a un processus, comme dans tous les pays modernes, comme cela a été aux États-Unis, pour parler des mandats, de tout le temps. Ceux qui avaient la loi ont rythmé le pays. Ceux qui avaient la loi ont rythmé la vie institutionnelle. Eh bien, la loi étant validée par le processus démocratique, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit prendre ombrage. Bon, le reste, oui. Le reste, c'est ce qu'on appelle, un peu comme on dit, vous savez gagner des médailles. On dit non, il ne faut pas que tu gagnes tout. Il ne faut pas trop gagner. Laisse-nous quand même une médaille. C'est possible aussi de le faire, ça je suis d'accord avec toi. C'est possible de négocier. Mais ça, on négocie. Ça, on peut négocier. Mais on ne condamne pas, parce que c'est la loi. On peut négocier qu'au lieu de prendre toutes les médailles, et c'est justement l'idéologie de la société civile. Nous considérons la société civile comme l'église au milieu du village. Et nous sommes partisans du discours un peu opportuniste, puisqu'on n'est pas fort, on est faible. Suivant lequel, que ceux qui gagnent ne gagnent pas tout, et que ceux qui perdent ne perdent pas tout, parce que nous estimons que la morphogénèse de tous les conflits, dans tous ces pays, c'est dû au fait que le partage, ou la question de partage est revendiquée d'une certaine manière, moi on ne le dit pas fortement. Parce que quand on a réussi à faire cet équilibre aussi, pourtant ce n'est pas toujours la démocratie, mais on fait une espèce de démocratie spéciale qui s'adapte. Et vous voyez justement que la loi, à ce moment, on peut négocier. Bon, écoutez, au lieu de gagner 5 médailles, sur 5, gagne 4 sur 5 et peut donner une médaille aux autres. Alors on va terminer, donc on va juste un mot sur, parce qu'il faut se rappeler, cette émission, c'était tirer des leçons pour l'avenir. Pour l'avenir, on parlera vraiment. Juste un mot, Romik Okilas, vous avez la parole, justement pour savoir l'avenir, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie passée du pays, et bien pour préparer la suite. Bon, mais naturellement, Sergio, il faut te faire un partage, faire un constat de journaliste. Il sied, pour moi, il sied au pouvoir public de continuer à ventiler l'histoire du pays surtout, pour éviter ce déphasage. Vous voyez la passion que nous avons, nos journalistes, de vouloir savoir, parce que quelque part, on a eu brin de connaissances. Mais cependant, moi je pense personnellement que pour changer ce pays, comme le président a su le dire, la rupture, il faut changer donc les ménages. Ça, les marxistes ont su le faire.
Mais aujourd'hui, avec l'arrivée en démocratie, rares sont ces Congolais, ces machines qui pensent qu'il faut inculquer quelque chose de nouveau dans les cabesses des Congolais, alors que les marxistes l'ont fait. Donc, il faut mouler l'homme, il faut graver quelque chose de nouveau dans l'homme, une nouvelle manière d'être qui rime avec la démocratie. En ce moment-là, je pense que nous pouvons vivre ce qu'on appelle le vivre ensemble. Nous pouvons faire fi ou table rase des mauvais comportements et aller vers l'avenir. C'est déjà les mots qui sortent chez les politiques. Monsieur Jean-Marie Kamba, vous allez conclure en peu de mots. Au vu de tout ce que nous avons pu parler sur l'indépendance, qu'est-ce qu'il faut retenir pour continuer à consolider l'unité nationale et avancer le pays vers l'émergence tant souhaitée par le président de la République? La première chose, c'est de demander aux Congolais que veulent-ils. Demander aux Congolais que veulent-ils. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Commencez déjà par régler la question des ménages, la question des concepts, la question de la gouvernance, de ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'on a compris la question des règles du jeu, et puis on se met au pas. Si tu ne te mets pas au pas, tu rencontres la loi, tu rencontres l'absurdité de l'État qui est un monstre tout à fait froid. Il ne pardonne pas. Et après, bon, le temps d'aller chercher maman pour pleurer, bon, écoutez, c'est un peu trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse demain? Si nous avons donc réglé ces questions factuelles, pour ce pays qui a encore deux questions, la question du vivre ensemble, à la Caresco, nous ne la posons pas. Nous, c'est la question du faire ensemble. Ça va vous étonner, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en disant que la morphogénèse des conflits est un peu caractéristique, symptomatique de tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays pour qu'on avance demain? Nous sommes encore un État en construction. Le mieux à faire, c'est de créer une espèce de plateau à duquel tout le monde participe. Que chacun participe d'une manière assez active, interactive, que les gens se lèvent, prennent une part pour défricher. Il y a 349 000 km², vous savez que c'est vide. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Même à Brazzaville, là où j'habite, tu ne sais même pas où j'habite. Monsieur Jean-Marie Kamba, merci beaucoup d'avoir donc été de nôtres pour parler du Congo, donc ce pays que nous avons en commun. Et nous vous signalons que donc le Congo célèbre cette année donc le 56e anniversaire de son indépendance. Nous avons été heureux d'être avec vous ici à Radisson Hotel, qui lui va vous proposer donc cette célébration, la fête nationale, le lundi 15 août à partir de 18h avec un dîner dansant au fait de saveurs, 250. Et c'est mon anniversaire aussi, je suis né le 15 août. Alors vous êtes d'ailleurs invité, 25 000 francs CFA par personne et bal populaire sur la terrasse, donc 5 000 francs seulement par personne, boissons offertes. Donc nous espérons que vous serez ici à Radisson. On se dit au revoir, c'est pas terminé les occasions comme ça, on en aura, n'est-ce pas, Okilas? Toujours. D'accord, merci beaucoup et on se dit au revoir. Bakoko babiso basali bapungo tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ebongaki tosala ndenge nini